Sud Radio, l'invité politique, Benjamin Glaise. Il est 8h30 Sud Radio. Parlons vrai avec mon invité politique Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, membre de la Commission des Finances. Bonjour Mathieu Lefebvre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J-1, donc avant les annonces de François Bayrou sur le budget. L'objectif, c'est de faire 40 milliards d'euros d'économies. En attendant, Emmanuel Macron a annoncé hier une hausse des crédits militaires, 3,5 milliards d'euros supplémentaires en 2026 et en 2027. Doublement du budget de la défense en 10 ans. Est-ce que la France a les moyens de faire cela ? C'est indispensable parce que c'est ça où le déclassement, ça où le risque de voir notre liberté s'éroder dans un monde où les menaces sont de plus en plus multiples, plurielles et imprévisibles. Mais je voudrais dire ici combien Emmanuel Macron avait vu juste depuis 2017. C'est lui qui a engagé un mouvement de réarmement très fort de notre pays. Lui qui avait compris que les Américains allaient se désengager, qu'il allait falloir payer pour notre propre sécurité, et puis qui avait vu également la menace russe. Aujourd'hui, cette menace est imminente, elle est aux portes de notre pays, il faut donc se réarmer. Sauf qu'annonce d'une augmentation des crédits militaires alors qu'on est en plein dans cette loi de programmation militaire, c'est-à-dire qu'il y a un petit changement quand même de la part du chef de l'État. Oui, parce que la menace est plus importante encore, et parce qu'elle est aujourd'hui protéiforme. Mais vous savez, les dépenses militaires, c'est 50 milliards d'euros sur une dépense publique totale qui est de 1600 milliards d'euros. Moi, je préfère qu'on consacre de l'argent pour notre sécurité plutôt que dans des dépenses inutiles ou bien pour financer nos créanciers. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir faire encore plus d'économies par ailleurs ? Est-ce que François Bayrou a dû revoir sa copie à ce niveau-là ? Il y a deux façons de faire. Soit on réduit les dépenses publiques, soit on augmente l'activité dans ce pays. C'est ce qu'a, semble-t-il, dit le chef de l'État hier. En tout cas, il a exclu qu'il puisse avoir recours à l'endettement. Mais moi, je crois que c'est tout à fait possible de travailler plus dans notre pays pour qu'on ait plus de recettes fiscales et sociales. Je donne toujours ce chiffre. Si on avait le même taux d'emploi qu'aux Pays-Bas, par exemple, on aurait 140 milliards d'euros de recettes supplémentaires par an. On n'aurait plus de déficit public. Il faut donc que nous travaillions plus, mais surtout que nous travaillons tous, comme le dit souvent Gérald Darmanin. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes, beaucoup de seniors qui ne sont pas en emploi. Il y a des milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues dans notre pays. Si on travaillait tous, on aurait plus de recettes collectives et on serait plus robuste pour financer notre protection sociale et notre effort de défense. Avant d'y venir sur la question du budget, à titre personnel, est-ce que vous êtes favorable au rétablissement d'une forme de service militaire ? En tout cas, je pense qu'on doit réengager l'effort au plan humain et qu'on doit avoir une réserve qui soit beaucoup plus opérationnelle et beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, malgré l'augmentation des capacités qui a été faite depuis 2017. Je suis pas certain qu'il faille revenir sur l'armée de métier. L'armée française s'est largement professionnalisée. Je pense pas qu'il faille revenir dessus. Le budget, Mathieu Lefebvre, vous êtes membre de la Commission des Finances. François Bayrou qui annoncera demain comment il compte faire 40 milliards d'euros d'économies. On devrait s'orienter notamment vers une année blanche, c'est-à-dire le gel de toutes les dépenses de l'État. C'est inévitable selon vous ? Je voudrais d'abord dire que François Bayrou a le courage de présenter un plan d'économie robuste. Il aurait pu très bien dire laissons filer, après tout c'est pas très grave, après moi le déluge, mais on est à un moment de bascule budgétaire également. Nos intérêts d'emprunt sont en train de galoper, on a aujourd'hui une dette publique qui est croissante, il faudrait 100 milliards d'euros pour la stabiliser à 110% du PIB, c'est absolument considérable. Donc François Bayrou a raison de proposer un effort et un chemin aux Français. Après les modalités seront à débattre au Parlement, mais je pense qu'il est important, si on est attaché à la souveraineté du pays, de défendre la volonté du Premier ministre. Et Emmanuel Macron qui a une part de responsabilité quand même sur cette dette qui s'est beaucoup creusée depuis 2017. Oui, vous savez, la dette, elle s'est aussi beaucoup creusée à raison des crises qu'a connues notre pays. Je pense évidemment à la crise sanitaire, je pense également à la crise énergétique. On oublie, mais on a protégé les Français massivement. Les Français n'ont pas connu de hausse. Donc pas de regret là-dessus. Non, mais écoutez, en tout cas, il me semble que si on n'avait pas protégé, par exemple, la facture d'électricité des Français, ils nous en auraient voulu. Peut-être qu'on n'a pas débranché ces dispositifs suffisamment tôt. Peut-être qu'on n'est pas allé assez rapidement. Peut-être qu'on aurait pu mettre en œuvre, par exemple, l'an passé, la réforme proposée par Gabriel Attal sur l'assurance chômage. Mais durcissement des conditions d'indemnisation sur l'assurance chômage, ça, il faut remettre cette réforme sur la table. C'est absolument indispensable. Il y a 350 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues dans notre pays. Il suffit d'aller dans les cafés, dans les restaurants, chez les coiffeurs pour s'apercevoir qu'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre nécessaire parce qu'on a des règles d'indemnisation du chômage qui sont à la fois plus longues et plus généreuses que chez nos voisins européens. Il faut évidemment remettre l'ouvrage sur le métier. Revenons tout de suite sur cette question de l'année blanche. Gel de toutes les dépenses sans distinction. Est-ce que ce n'est pas une forme de paresse intellectuelle ? C'est ce qu'a dit l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'il a tort de penser cela ?
Mais évidemment que c'est pas une solution qui est intelligente économiquement, mais que peut-on faire d'autre dans un schéma politique aussi balkanisé, aussi fragmenté qu'aujourd'hui? On n'a pas les moyens d'avoir des réformes de structure, de faire très intelligemment. Donc une idée consistante à dire on ne dépensera pas plus l'an prochain que cette année, ça me semble être ce qu'il y a de mieux à faire pour notre pays. La dépense publique augmente naturellement de 60 milliards d'euros chaque année. Si elle n'augmente demain que de 20 milliards d'euros, on aura réalisé un progrès substantiel. Maintenant, j'invite toutes celles et tous ceux qui nous disent qu'on peut mieux faire à nous proposer un chemin. Concrètement, des indexations des retraites, du barème de l'impôt sur le revenu, des minima sociaux? Moi, je suis défavorable aux augmentations d'impôts, donc je suis défavorable à l'augmentation du barème de l'impôt sur le revenu. Il y a toute une classe française moyenne qui paye énormément d'impôts sur le revenu. Le mouvement Nicolas qui paie signifie quelque chose dans l'opinion publique. Il y a des Français qui contribuent beaucoup. Je pense qu'une vraie année blanche, c'est une année blanche en dépenses. Moi, je plaide plutôt pour une année blanche fiscale en contrepartie. Et donc pas le gel, en l'occurrence, des retraites, on l'aura compris, du barème de l'impôt sur le revenu et des minima sociaux. C'est ce que vous nous dites ce matin. Est-ce qu'il faut mettre à contribution les plus aisés? C'est une piste, les retraités les plus aisés, c'est une piste qui serait envisagée par François Bayrou. Vous en pensez quoi? Il faut que l'effort soit partagé. Il est très important. Il faut qu'il puisse être partagé. Mais s'il y a une mise à contribution des retraités, il faut que l'ensemble des minima sociaux, par exemple, soit gelé. Et on ne peut pas opposer une catégorie de population à une autre. Moi, c'est la raison pour laquelle je m'étais opposé à la suppression de l'abattement de 10% dont bénéficient les retraités. D'abord parce que quand on gagne 1800 € et qu'on est un retraité et qu'à la fin on se retrouve avec 1000 € d'impôts supplémentaires, on n'est pas aisé dans notre société. Donc je pense que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, et celui dans lequel François Bayrou ne tombera pas, c'est d'opposer les Français les uns aux autres et de penser qu'il y a des catégories de Français qui sont privilégiées et qu'on pourrait plus ponctionner que les autres. Donc pas d'efforts supplémentaires demandés aux retraités les plus aisés, pas de taxes sur les hauts revenus, c'est ce que demandent les socialistes. Les socialistes, ils ont l'impôt à la bouche. Et vous aurez besoin des socialistes pour faire voter ce budget. Oui, moi j'en appelle à leur responsabilité. Ils ont été un parti de gouvernement, ils savent les difficultés financières de notre pays. Mais je pense que les chefs d'entreprise, les gens qui réussissent dans ce pays n'ont pas besoin d'une taxe et d'un impôt supplémentaire. Il nous faut plus d'activité, il faut libérer l'activité au contraire. En revanche, qu'il y ait des situations d'optimisation fiscale dans lesquelles des personnes logent par exemple des dividendes dans des holdings pour éviter de payer de l'impôt sur le revenu, ce qui s'apparente à de la fraude. Évidemment qu'il faut lutter contre ces cas, mais aller recréer un Il faut des décisions là-dessus. Évidemment, ouais. Mais aller recréer un impôt de solidarité sur la fortune alors qu'aucun autre pays au monde ne le fait, ce serait une folie. Est-ce qu'il faut s'attendre à des annonces précises de la part du Premier ministre demain ? Je l'espère, je le souhaite. En tout état de cause, il y aura un débat parlementaire à l'automne qui sera nécessairement précis et factuel. Mais il faut aussi rendre compte au Premier ministre du fait qu'il n'était pas obligé de dévoiler ses arbitrages aussitôt dans l'année. Traditionnellement, le budget, c'est plutôt le mois de septembre. Là, ça laisse un espace de discussion avec les formations politiques d'aujourd'hui jusqu'au 15 septembre précisément pour que chacune et chacun puisse formuler ses oppositions, ses propositions alternatives. Je trouve que c'est une méthode démocratique qui est bienvenue. Mathieu Lefebvre, est-ce qu'on pourrait s'éviter des hausses d'impôts sur ce budget ? Il le faut. Moi, je pense que 40 milliards d'euros d'économie, c'est possible dans notre pays. Ça suppose des efforts sur toutes les catégories de la population. Ça suppose de renoncer à certaines missions. Ça suppose que l'État fasse un peu moins, mais un petit peu mieux. Mais je pense que c'est possible, et c'est d'autant plus possible que la dynamique de la dépense est très élevée. Il ne s'agit pas de dépenser moins d'une année sur l'autre. Il s'agit de faire en sorte que l'évolution naturelle des dépenses soit un peu moins élevée l'an prochain. En réduisant le nombre de fonctionnaires, plus 23%. En 25 ans, est-ce qu'il faut en passer par là, sur ce budget ? Oui, par exemple. En tout cas, il faut entamer une mécanique de décrue du nombre de fonctionnaires, pas seulement de l'État, mais aussi des fonctionnaires territoriaux dans les collectivités locales. L'emploi public a bondi. Et il faut évidemment que cet effort, il touche non seulement l'État, mais aussi, je le dis, les collectivités, et puis les dépenses de sécurité sociale. On a des dépenses de sécurité sociale qui sont galopantes, les dépenses d'arrêt maladie, les dépenses de médicaments, d'assurance maladie au sens large. Si on ne met pas un petit peu de raison dans tout ça, c'est notre modèle social lui-même qui va flancher. L'explosion des arrêts maladie, vous en parlez, Mathieu Lefebvre, est-ce que vous êtes favorable à l'instauration de jours de carence supplémentaires que les entreprises pourraient prendre en charge ? Est-ce que c'est une option, c'est une bonne mesure selon vous ? Oui, c'est une très bonne mesure. Il faut aller vers ça. La maladie, c'est 17 milliards d'euros par an aujourd'hui, c'est absolument insoutenable pour la collectivité. Je pense qu'il y a aussi un sujet de responsabilisation du prescripteur. Il y a beaucoup trop d'arrêts maladie qui sont délivrés dans notre pays par rapport à nos voisins européens. Donc évidemment, comment on fait pour limiter cela ? Alors je crois que Jean-Philippe Tanguy parlait de l'intelligence artificielle éventuellement pour contrôler ces arrêts de travail.
Je sais pas, en tout cas, l'instauration de jours de carence me semble une bonne idée, de la même manière que dans la fonction publique. Moi, je suis favorable à ce qu'on remette les mesures qu'avait proposées courageusement Guillaume Kasbarian, consistant à aligner le nombre de jours de carence du public sur le privé. Il y a aucune raison. Mais il faut aussi que chacune et chacun d'entre nous se responsabilise un petit peu vis-à-vis de ces dépenses de sécurité sociale et de santé. Moi, je plaide notamment pour que si on ne fait pas les tests de prévention qui sont nécessaires, on soit évidemment soigné, mais qu'on ne soit plus remboursé. Voilà, si vous ne faites pas votre test de prévention, vous allez coûter plus cher à la collectivité et ce n'est pas normal. Sur les entreprises, est-ce qu'il faut notamment d'une certaine façon raboter certains allègements de charges dont bénéficient ces entreprises? Augmenter le coût du travail, puisque c'est de cela dont il s'agit dans un monde hyper concurrentiel, dans un monde fragilisé par les droits de douane du président Trump, ce serait une folie. On s'est battu avec Gabriel Attal et notre groupe l'an passé pour ne pas augmenter le coût du travail, parce que précisément, on voit bien que notre économie est dans une forme de marasme aujourd'hui, qu'elle a du mal à investir, à innover. Elle a par ailleurs un coût du travail qui est quasiment plus élevé que celui de nos voisins européens. Si on se rajoute des boulets aux pieds, on ne s'en sortira pas. Hier, Emmanuel Macron a rappelé que nous n'allons résoudre notre problème de finances publiques qu'en augmentant l'activité. Ça n'est pas, encore une fois, en nous tirant des balles dans le pied qu'on va y parvenir. Mathieu Lefebvre, par quel miracle François Bayrou pourrait-il échapper à la censure à l'automne sur le budget ? Peut-être parce qu'il y aura des parlementaires responsables autour de lui. On ne demande pas aux socialistes de voter le budget, on leur demande de ne pas censurer François Bayrou au nom de la responsabilité. Hier, chef de l'État a rappelé que la censure l'an passé avait entraîné un retard dans la loi de programmation militaire. Si demain il y avait une nouvelle censure, ça entraînerait un nouveau retard, et ce qui a été promis, ce qui semble faire l'objet d'un consensus national, ne pourrait pas être mis en œuvre. Ce serait irresponsable de voter la censure à l'automne. Totalement irresponsable dans un monde où la France peut être demain dans le viseur des marchés financiers, où ce serait une responsabilité très lourde. S'il y a censure, est-ce que la dissolution est la seule solution pour sortir de cette crise politique? Je veux pas imaginer. Et économique aussi, bien sûr. Je veux pas imaginer ce scénario, mais vous savez, nous on n'est pas propriétaire de notre poste, on en est locataire, et le président de la République dispose de son droit constitutionnel. Vous pouvez avoir un avis néanmoins là-dessus. Ouais. Moi, je souhaite d'abord qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas de censure et que les partis de gouvernement qui ont été aux responsabilités de ce pays soient responsables et donnent un budget à la France. Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, vous en parliez il y a quelques instants. Donald Trump qui annonce 30% de droits de douane pour les pays de l'Union européenne à partir du 1er août. Pourquoi l'Europe ne prend pas de mesures de rétorsion? On les a reportées finalement, pourquoi? Elle peut le faire, mais vous savez, face à un président qui est erratique et qui bluffe une nouvelle fois en proposant 30% de droits de douane, nous on croit encore dans les vertus de la négociation, et on y croit en étant unis avec un marché de 450 millions de consommateurs. Mais le 1er août, s'il n'y a pas de deal, comme on dit, là il y aura des mesures de rétorsion, et là les Américains devront par exemple payer plus cher pour avoir accès au marché des services. Peut-être même va-t-on leur retirer l'accès à ces marchés. Les droits de douane, c'est perdant-perdant. Ce que fait Donald Trump, c'est qu'il impose une inflation supplémentaire aux consommateurs américains et qu'il empêche le développement de la puissance américaine comme de la puissance européenne. Moi, je pense vraiment que nous avons la capacité à riposter, mais nous privilégions le dialogue au moins jusqu'au 1er août pour arriver à une solution qui soit utile pour l'économie mondiale. Une taxe sur les services numériques américains, éventuellement, si les négociations ne fonctionnent pas, Amazon, Google, Apple, Microsoft ou encore Netflix, c'est envisageable ou pas? Vous en pensez quoi? Je pense qu'il ne faut rien s'interdire face aux Américains qui, eux, ne s'interdisent rien, et il faut rentrer dans un rapport de force face à des gens qui veulent rentrer dans un rapport de force, et donc tous les instruments pour y parvenir sont bons, y compris l'interdiction d'accès au marché européen pour certaines entreprises américaines. Sur le marché public, effectivement. Mathieu Lefebvre, vous êtes le président du groupe d'amitié France-Israël. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui a recadré son ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste. Il avait déclaré que l'islamo-gauchisme était une notion qui n'existait pas, en tout cas dans l'université notamment. Elle a eu raison, Elisabeth Borne, de le reprendre. Elle a eu 1000 fois raison. Prétendre qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme à l'université, c'est comme prétendre que la Terre serait carrée. C'est absolument absurde. Il y a évidemment des courants de pensée à l'université, wokistes, islamo-gauchistes, qui ne font pas de bien au républicanisme et à l'universalisme dans ce pays. Donc elle a eu raison de le faire. Et il a encore sa place dans le gouvernement, Philippe Baptiste? M'appartient pas de me prononcer. Vous savez, moi j'ai vu Philippe Baptiste travailler très sérieusement sur une proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme
à l'université, il était pleinement conscient des enjeux, donc je veux croire que ce n'est qu'une maladresse. Merci beaucoup, Merci Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, je le rappelle, membre de la commission des finances. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très belle journée à vous. 8h45, Sud Radio dans un instant, vous prenez la parole, 0826 300 300. Manu vous attend au standard et moi je vous accueille à l'antenne juste après ça.